Rebonjour pour cette dernière table ronde de cette séquence mobilité du Forum Zéro Carbone avec la Ville de Paris et la Tribune. L'année 2020, c'est deux changements de paradigme dans le paysage des mobilités. C'est d'abord la loi d'orientation des mobilités, la fameuse LOM, mais c'est aussi le confinement qui a en quelque sorte rebattu les cartes des besoins de mobilité. Plus de télétravail, plus de proximité et donc moins de mobilité. Comment ces deux ruptures ont changé le modèle dit du Mobility as a Service? Vous savez, c'est ce modèle qui consiste à recréer un écosystème de mobilité autour du smartphone, tout ce que le smartphone est capable de faire, se balader d'un point A à un point B en utilisant plusieurs modes de transport. C'est vrai que jusqu'ici, c'était un modèle très théorique avec des expérimentations comme à Helsinki, plus récemment aussi à Saint-Étienne. C'est un modèle qui est appelé à devenir un standard peut-être, sauf qu'il y a ces deux ruptures qui ont eu lieu cette année et on va essayer de réfléchir autour de l'influence l'impact en tout cas de ces deux ruptures sur ce modèle. Alors, avec moi pour en parler, j'ai Pierre Auboin, directeur du département infrastructure et mobilité de la Banque des Territoires qui est avec nous en visioconférence. Bonjour monsieur. Bonjour. Eric Alix, vous êtes président directeur général de RATP Smart System. Bonjour. Maureen Lembaud, directrice de l'investissement chez Via ID. Bonjour. Et Bruno Marzlov, vous êtes président de la Fabrique des Mobilités. Et vous n'avez pas de micro. Monsieur Marzlov a besoin d'un micro. En tout cas, je vais peut-être, monsieur Auboin, je vais peut-être vous laisser introduire le sujet. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous avez traversé cette année, vous, à la Banque des Territoires? Et comment est-ce que vous conseillez aussi autour du sujet du MAS, le Mobility as a Service? Oui, donc la Banque des Territoires a pour vocation de contribuer à la création On vous entend pas. durable de vie et de développement économique dans tous les territoires. Et on n'entend pas, monsieur Auboin. Est-ce que vous m'entendez? Mon micro est ouvert. Ça y est. Très Merci. bien. Donc oui, je disais, la Banque des Territoires a pour vocation de contribuer à la création d'un cadre durable de vie et de développement économique dans tous les territoires. Et donc naturellement, la mobilité est une des politiques publiques locales essentielles pour contribuer à cette aspiration. Et donc nous cherchons à favoriser le développement de tout un bouquet de solutions de mobilité, à la fois durables et inclusives, à la fois par le financement des infrastructures de transport traditionnelles, les flottes de matériel roulant à motorisation propre, mais également, et c'est peut-être moins attendu de la part d'un acteur qui fait partie de la Caisse des dépôts, par le financement d'opérateurs de services innovants dans la mobilité. Et donc c'est dans ce cadre tout naturellement que nous nous intéressons au sujet du Mobility as a Service, qui est un élément absolument essentiel de notre point de vue en termes d'agilité dans la mobilité, à la fois agilité pour les usagers, pour les personnes qui doivent se déplacer au quotidien, éventuellement aussi pour les déplacements plus ponctuels, des voyages de loisirs ou d'affaires, mais avant tout pour les mobilités du quotidien. Mais c'est aussi un élément indispensable d'agilité pour les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales qui ont en charge cette politique publique locale de mobilité. Et ce besoin d'agilité s'est singulièrement renforcé avec les conséquences à la fois sur les usages de mobilité et au plan économique de la crise sanitaire que nous traversons, puisque comme vous l'avez dit en introduction, la crise sanitaire a pour conséquence l'irruption du fait télétravail et de nouveaux usages, de nouveaux modes de fonctionnement au quotidien dans le rapport avec une activité professionnelle ou l'éducation. Par exemple, on a aujourd'hui des déplacements qui sont beaucoup moins des déplacements pendulaires, domicile-travail ou domicile-activité, qui sont beaucoup moins programmés, beaucoup moins mécaniques ou répétitifs que par le passé. On va avoir des déplacements plus tactiques, entre guillemets, au quotidien, qui vont nécessiter des choix modaux de la part des usagers qui vont être plus versatiles, plus évolutifs. On ne va pas voyager aux mêmes heures de la journée. On ne va pas nécessairement se rendre systématiquement le matin aux heures de pointe ou sur son lieu de travail et puis rentrer le soir de nouveau aux heures de pointe. On va avoir des usages qui vont changer pendant la journée. Et donc,
pour ces raisons, et aussi compte tenu d'une certaine réticence à utiliser les transports en commun, qui a été évoquée dans l'une des tables rondes précédentes, du fait aussi du risque de résurgence de la congestion automobile, tous ces usagers vont avoir besoin d'un bouquet de solutions le plus agile, le plus informatif possible en temps réel sur les moyens de mobilité durable et accessibles qui sont à leur disposition. Et donc il nous semble effectivement que cette crise sanitaire rend ce besoin d'émergence de solutions et de bouquets de solutions de type masse encore plus important qu'avant la crise. Et ceci vient se télescoper avec le changement effectivement de cadre juridique qu'a introduit la loi d'orientation des mobilités. Elle a changé la donne dans le sens où auparavant seules les autorités organisatrices de la mobilité elles-mêmes avaient, je dirais d'une certaine façon, le monopole de la mise en place de ce type de solutions en France, avec notamment l'accès à un élément majeur qui est l'accès à la billettique des transports en commun. Et la loi d'orientation des mobilités permet l'irruption d'acteurs d'initiatives privées qui, moyennant le respect d'un certain nombre de règles, vont pouvoir s'improviser ou se constituer comme eux-mêmes opérateurs de ce type de bouquet de solutions. Alors face à cela, le risque ou les deux grands risques auxquels font face les autorités organisatrices, le premier c'est simplement celui de l'inaction, de rester, je dirais, un peu dans des modes de fonctionnement traditionnels d'avant-crise et finalement de ne pas répondre à cette aspiration, à ce besoin des usagers pour une plus grande agilité, une plus grande réactivité dans l'organisation de leurs déplacements du quotidien. Le deuxième risque, c'est de laisser peut-être aussi des acteurs, et c'est peut-être plus le cas pour des très grandes métropoles ou des villes capitales comme le Grand Paris, de laisser des acteurs venus d'autres continents imposer des règles du jeu qui leur seront propres avec des grandes plateformes numériques. Et donc c'est la raison pour laquelle nous accompagnons les collectivités dans la réflexion autour de modèles hybrides public-privé qui permettent de traiter ce sujet de ces bouquets de solutions masse peut-être dans une troisième voie ou d'une façon plus adaptée et plus soucieuse de l'intérêt général. D'accord. Je vais peut-être donner la parole à M. Marsdorf. De mémoire, vous êtes rentré dans la mobilité par le prisme de la sociologie, dans des discussions qu'on avait déjà pu avoir ensemble. Qu'est-ce que vous avez observé cette année dans cet impact peut-être du confinement et de la LOM dans l'évolution de notre rapport à la mobilité, peut-être aux masses, sur ce modèle ? Cette loi LOM, donc, qui portait sur les transports du quotidien, il faut la regarder à l'épreuve des 9 mois qu'on vient de passer là de la crise sanitaire, puisque en fait ils ont été révélateurs de pas mal de choses. Ils ont été révélateurs, moi je pense surtout d'une prise de pouvoir des usages. Et les usages qui ont été évidemment très largement déterminés par la crise sanitaire. Alors il y a là-dedans deux choses qui sont extrêmement différentes. Il y a ce qui se passe au sein des transports, avec une grande valse des modes de transport, et qui aujourd'hui, si on fait un bilan extrêmement rapide, on a un extrême, l'aérien qui est dans une situation relativement dramatique. C'était dit dans la table ronde précédente, ça ira au mieux à l'horizon 2026-2027. Et puis à l'autre extrême, on a les mobilités de proximité qui n'ont jamais aussi bien fonctionné depuis des décennies, la marche et le vélo. Et puis entre les deux, on voit bien que les autres modes connaissent des destins qui sont extrêmement problématiques. Le transport collectif, lui, a subi un coup extrêmement violent et continue de le subir parce qu'il est présumé être un espace où la contamination peut être importante. Et la voiture, c'est très étrange, puisque à la fois le marché s'est effondré, on est à moins 27% à fin novembre du 9, et en même temps, les usages continuent parce que c'est un endroit protégé. Et puis, là, on cherche un petit peu la voie, mais il y a quelque chose qui se passe ailleurs que dans les transports et qui va impacter la mobilité, c'est en effet une nouvelle sociologie autour à la fois de téléservices et au premier chef, bien évidemment, le travail à distance. Mais je vais peut-être m'arrêter sur un signe qui me paraît assez extraordinaire, qui est les téléconsultations médicales, qui sont passées de 1% au 15 mars
à 20% à fin avril. Et l'agence urbaine de l'Île-de-France a mesuré que ça représentait 300 à 500 000 déplacements en moins par jour. Donc les calculs n'ont pas encore été faits de cet effacement des transports qui est lié au télétravail, mais on ne peut pas regarder la mobilité sans considérer cette perspective, et une perspective qui manifestement convient très fortement à ceux qui sont rentrés dans ce mode de télétravail. Et puis dernier point, c'est pas le dernier, mais en tout cas c'est un point important, on voit bien qu'on est aussi dans quelque chose de l'ordre de l'aménagement du territoire, avec la confirmation d'un mouvement qui est initié depuis maintenant 2 ou 3 décennies, de la ville vers la campagne, oui, ou en tout cas de la ville vers les périphéries, alors que pendant 1 siècle et demi, on était dans le mouvement inverse. Alors, c'est un mouvement qui, pour être confirmé, appelle d'autres implantations de ressources, etc. Mais en tout cas, il y a une appétence très forte des usagers de ce côté-là. D'accord. La prise de pouvoir des usages, Maureen, c'est le mot de Renaud Marzloff. Vous, chez Via ID, le MaaS, c'est un petit peu le modèle sur lequel vous pariez. Vous accélérez un certain nombre de start-up, un écosystème de start-up en tout cas. Et vous, cette année 2020, il confirme ce modèle ou alors il y a des ajustements à faire Oui, en fait, je pense qu'effectivement, le MaaS a de beaux jours devant lui. Pour autant, sous quelle forme et à quelle temporalité exacte, c'est assez difficile de le dire. Et je pense qu'on en a encore pour 24 mois à peu près devant nous pour voir des choses se matérialiser à grande échelle, même s'il y a déjà pas mal d'initiatives hyper intéressantes en France, mais aussi en Europe. Et cette année, pour moi, renforce complètement le besoin d'aboutir à un MaaS intelligent, un MaaS adapté à nos territoires et nos usages, puisqu'il y a clairement, comme le disait Bruno, un changement dans les usages radicaux. Et je parlerai du confinement, mais aussi de la grève du début d'année, où déjà on avait eu un coup hyper marqué, une mutation marquée de nos usages et des habitudes qui ont changé à cause de la grève, mais qui en fait ont été très stables en sortie de grève. Donc ça, c'est assez fascinant et ça montre qu'il y a une possibilité de multimodalité, de multiplicité des usages qui, en réalité, une fois qu'on l'adopte, elle est plébiscitée par les citoyens à condition que ce soit adapté à leurs besoins. Et donc ça, c'est sur les usages, je pense qu'on en a déjà parlé. Je rajouterai sur la décroissance des ventes de véhicules cette année d'environ 27%. Mais en fait, les véhicules électriques, eux, ont cru de 10%. Donc cette année, on a vendu 10% de véhicules électriques, alors que l'année dernière, ça n'était que 4% dans l'Europe de l'Ouest. Il y a des parts de marché là. 10% de part de marché. De part de marché. Oui, parce que ça a augmenté de au moins 150%. Pardon, voilà. Oui, exactement. 10%, au moins. 10% de part de marché en Europe de l'Ouest. Et donc, du coup, la part du véhicule électrique, d'une mobilité plus propre, devient de plus en plus importante dans notre mix de mobilité. Et sur les usages, clairement, il y a des changements radicaux. Sur le vélo, plus 70% à Paris de l'usage du vélo, c'est fantastique. Donc, ça ouvre tout un champ des possibles qui peut venir complètement servir le propos du MaaS. Et après, il y a la LOM sur la partie plus réglementaire, qui n'est pas sur la partie usage, mais qui promeut ces nouveaux usages. Et la LOM, en fait, il y a 3 briques de la LOM qui viennent complètement renforcer l'idée de ce MaaS à venir. Ces 3 briques, c'est le forfait mobilité durable, avec le premier décret d'application de la LOM qui permet aux entreprises de financer non seulement, plus uniquement le forfait de transport en commun, mais aussi tout un mix de mobilité propre, donc 400 € aujourd'hui, 500 € à partir de l'année prochaine. Donc on ne sait pas encore à quel point ça va être adopté, mais c'est clairement un axe de développement important pour le MaaS. Le deuxième aspect de la LOM, qui je pense est très intéressant, c'est l'open data transport. Oui. Donc toutes les offres de mobilité vont devoir ouvrir leurs données. Ça, c'était un des points les plus critiques. Exactement. Et le MaaS, en fait, a besoin de la donnée pour pouvoir être pertinent. Donc ça, c'est un point assez critique de la LOM.
Et le troisième point, c'est l'obligation pour les régions françaises de fournir à leurs citoyens une application d'itinéraires multimodaux en temps réel. Et ça, à horizon fin 2021. Et on voit les chiffres, déjà aujourd'hui, il y a plus de 50% des régions françaises qui ont une application d'itinéraire multimodal. Donc notre voie, on la voit, après, ce n'est pas encore idéal, il faut la construire. Éric Alix, je vais être un peu provocateur. Est-ce que cette année 2020 et donc la LOM, entre autres, c'est pas aussi l'intégration du MaaS dans des entreprises qui étaient peut-être un peu réticentes à ce modèle? Et je pense évidemment à la RATP que vous représentez, puisque vous dirigez RATP Smart System. Oui, donc le groupe RATP, 4e opérateur de mobilité mondiale. On fait voyager 16 millions de voyageurs tous les jours. Donc c'est vrai qu'une rupture telle qu'on vient de la présenter dans les façons dont on consomme la mobilité, ça nous concerne et on veut forcément être acteur de cette transformation. RATP Smart System, c'est la filiale digitale de la RATP. Nous, on a pour client interne la RATP pour les aider, pour faire ensemble la transformation du groupe dont vous parliez. Mais on a aussi pour clients les autorités organisatrices, les collectivités, les régions, à qui nous proposons des solutions, tantôt de billettique, tantôt de systèmes d'exploitation d'aide au transport et d'information voyageurs, tantôt de digital, de data ou de mobilité as a service. Donc nous, notre ambition pour le groupe RATP, c'est de proposer le compagnon des Français dans leur mobilité et au-delà. Donc c'est ces applications MaaS tout en un dont on parlait. On va avoir plusieurs MaaS en réalité au sein de la RATP. Un MaaS pour aider les voyageurs qui sont aujourd'hui dans nos applications RATP, puisqu'on a 9 millions d'utilisateurs tous les mois et ces gens-là ont besoin de prendre des décisions et il faut les aider à prendre ces décisions dont on parlait tout à l'heure. Les 11 millions qu'on a aussi sur l'application Mappy qui a rejoint le groupe RATP, qui est plutôt des utilisateurs qui viennent du monde automobile, mais qui vont se poser aussi la question de comment demain, avec cette automobile, j'accède en centre-ville. Est-ce que je vais faire aussi du report modal sur les autres mobilités, le transport commun, etc. Et puis surtout, on va proposer aux collectivités en marque blanche en fait des applications de mobilité as a service, voilà, pour proposer le meilleur en fait de nos assets qui viennent de Mappy, qui viennent de l'application RATP, qui viennent de nos billettiques dématérialisées, et tout ça dans une offre un peu complète qu'on proposera donc, du coup au territoire. Je rajouterai par rapport à ce qui a été dit une chose. C'est vrai qu'il y a eu la grève. C'est vrai qu'il y a eu aussi le Covid et on est toujours dedans. Nous, avec Île-de-France Mobilité, on a mené une expérimentation qui s'appelle MAX auprès de 2000 utilisateurs cette année, en fait. Ça a commencé en janvier dans la grève. Ça a pris la première vague du Covid et juste après le rebond. Donc on a interrogé ces 2000 utilisateurs tout au long de cette période. Et en fait, les constats n'ont pas changé. Donc on a toujours un tiers des gens qui, de façon spontanée, connaissent ce que c'est que ces applications tout en un, ces applications MaaS. Ce n'est pas beaucoup, donc il y a un énorme travail de pédagogie à faire. On en a 2 tiers qui, quand on leur explique ce que c'est qu'une application tout en un, qui leur permet de rechercher leur itinéraire, d'organiser leur transport, de réserver, de payer, etc., sont intéressés. Et puis après, ce qu'ils demandent, c'est toujours la même chose, c'est de gagner du temps tous les jours. C'est j'ai une perturbation, je sais comment adapter mon comportement, faire de nouveaux choix. C'est avoir des propositions qui soient personnalisées à ma mobilité à moi et non pas à la mobilité en général. Et c'est aussi d'ouvrir à des nouveaux modes de transport. Et c'est vrai que quand on est, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, quand on est dans une période comme cela, on redécouvre le vélo, on redécouvre la marche. Donc pour un compagnon, un assistant qui va vous aider à prendre les bons choix sur votre mobilité, c'est important qu'on puisse couvrir toutes les mobilités. Donc la voiture, le vélo, la marche, le transport en commun, le VTC, le taxi, la trottinette, le vélo, etc. Et c'est vraiment l'ambition de ces applications MaaS que de faire ça. Oui. Vous avez expérimenté le MaaS, hein, c'est ça? Ou vous avez sondé simplement des gens? En fait, on a enrôlé 2000 personnes de façon à les suivre pendant 6 mois avec Île-de-France Mobilité, RATP Île-de-France Mobilité, de façon à les suivre dans leur comportement. Et donc on avait BVA aussi qui faisait des enquêtes tout au long de cette expérimentation pour connaître quels sont leurs besoins.
Alors c'est vrai qu'on n'avait pas prévu la grève, on n'avait pas prévu le Covid, mais du coup on a pu un peu tester la robustesse, on va dire, du La MAS, résilience la résilience du MAS à ces événements. Et je pense que voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisateur aura de plus en plus de choix à faire, il a des habitudes, mais on sortira des habitudes. Et donc, pour donner du pouvoir à l'utilisateur sur ses choix de mobilité, il faut qu'il y ait des applications compagnons qui agrègent l'ensemble des offres de transport, théoriques, temps réel, qui puissent proposer des choix, qui puissent proposer des choses si jamais il y a une perturbation, etc. etc. C'est l'enjeu du MAS. Monsieur Aubin, il y a un enjeu quand même sur. Vous êtes un financeur. Il y a un enjeu pour les collectivités locales du MAS, c'est que le MAS, ça coûte infiniment moins cher que de mettre en place des infrastructures de transport en commun. Oui, effectivement, mais je pense que finalement, c'est une des façons de faire le dos rond et presque contre mauvaise fortune bon cœur face aux conséquences économiques et financières pour les autorités organisatrices de la mobilité de la crise sanitaire et de la crise économique, puisque effectivement, d'un côté, on a des recettes, qu'elles soient des recettes de billetterie des transports publics, compte tenu du phénomène de relative désaffection de ceux-ci par certains usagers au profit d'autres modes, et puis d'autre part une baisse du versement mobilité qui est globalement assis sur les contributions des employeurs d'un territoire. Donc moins de recettes pour financer des travaux d'infrastructure, mais d'une certaine façon, on est entré dans une ère un petit peu différente dans les grandes métropoles ou les grandes agglomérations où effectivement le besoin de dimensionnement de ces infrastructures était principalement conditionné par la pointe d'utilisation des transports publics aux heures effectivement de pointe du matin et du soir liés aux grands trajets pendulaires du lundi au vendredi. Et donc finalement l'ancrage d'usage de télétravail, l'ancrage de la redécouverte de certains modes comme la marche et le vélo contribuent à écrêter cette pointe et peuvent permettre effectivement de redéployer les financements et les investissements sur des couches de services numériques, d'intégration de l'ensemble du bouquet de solutions de mobilité qui existent sur un territoire pour des ordres de grandeur qui sont effectivement très inférieurs à ceux des gros travaux d'infrastructure qui vont consister à augmenter les fréquences ou l'étendue géographique, la couverture géographique de certaines lignes de transport en commun. Et avec des échelles de temps, même si je suis d'accord avec ce qui a été dit par la représentante de VID, même si un MAS ne se fait pas en un jour, même s'il faut effectivement sans doute une échelle de temps qui se compte en 1 ou 2 ans, pour autant, effectivement, on est sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes que celles du déploiement de grands projets d'infrastructure. Donc finalement, il y a peut-être matière à tirer parti de ces changements d'usage pour mettre le paquet, si j'ose dire, au plan des investissements financiers pour ces autorités organisatrices sur ces couches de services à destination des usagers, pour leur apporter finalement un plus et un accompagnement dans leur changement d'usage, plutôt que de lancer des travaux, des grands travaux qui de toute façon ne seront accessibles dans l'usage que dans 5-7 ans après effectivement des périodes importantes de préparation, d'études et de réalisation. Cet enjeu financier à la RATP, c'est aussi un enjeu important ? Oui, c'est sûr, nous on est positionné au haut niveau en fait, puisqu'on avec les autorités organisatrices, on crée des infrastructures de transport, mais avec le Mobility as a Service, on accompagne les usages. Et donc cet accompagnement des usages fait qu'on va découvrir comment enchaîner les différentes mobilités, comment prendre les choix qui correspondent à la fois à ce qu'on souhaite nous en tant que consommateurs, mais aussi prendre en compte les politiques publiques qui vont organiser des choses au niveau de la mobilité sur leur territoire. Donc c'est très complémentaire en fait, changement d'usage d'un côté et puis rentabilisation des infrastructures et puis ciblage des investissements sur les nouvelles infrastructures. Tout ça, je pense, fait un tout assez cohérent. Ouais. Moi, je me souviens que quand il y avait les débats sur la LOM, il y avait tout ce débat autour. Tout à l'heure, on avait parlé de l'open data, qui était quand même un des points critiques qui a fait l'objet de beaucoup de discussions au ministère. C'était l'espèce de mythe autour de cette espèce d'Amazon des mobilités qui permettrait d'agréger
toutes les mobilités autour d'une seule appli et puis finalement réduire les opérateurs à de simples opérateurs d'infrastructure. Est-ce que ce mythe, M. Marsdorf, il existe, ce danger existe d'un Amazon des mobilités ou d'un Google ou d'un Apple, enfin en tout cas les GAFAM, qui agrégerait et puis qui écraserait de son poids, de sa puissance algorithmique pour Peut-être maîtriser? que le bon exemple, c'est Uber qui agrège sur sa plateforme tout un tas de mobilités et c'est top hein, d'ailleurs, quand on passe par Uber, on peut faire à Paris, on peut faire du City Scoot, on peut faire du mototaxi depuis peu, on peut faire du Lime, du vélo. Et donc en fait, c'est un agrégateur d'usage. Et un opérateur. Et un opérateur qui sort un petit peu de l'autorité habituelle et du réglementaire. C'est ça. Mais il n'est pas là ce risque justement? On se dirige de toute façon clairement vers une mobilité servicielle dont le socle va être la data et surtout la circulation de la data. Alors l'enjeu, c'est qui va faire ça? Nous, à la Fabrique de la mobilité, on a pris un certain nombre d'initiatives en la matière, dont une qui est mon compte mobilité, qui vise justement à tenter de standardiser au plan national, voire international, puisqu'on travaille également avec le Canada et on a des touches avec d'autres pays, de sorte à en fait standardiser l'ensemble des éléments et justement faire en sorte d'échapper à l'emprise des grands acteurs du numérique et de sorte sur un modèle open source, bien sûr, et sur un modèle commun. Donc ça, c'est en place. Les éléments de cadrage ont été mis en place à partir du printemps. Là, on rentre dans l'expérimentation avec 3 territoires. Et l'objectif, là, c'est d'étendre le plus possible. C'est une espèce de fluidificateur. Hein. Il ne s'agit pas de capter les données pour les distraire dans une vision commerciale. Il s'agit là d'être dans une vision de fluidification des données de mobilité et surtout de services pour les usagers, pour rendre autant que possible transparentes sur chacun des territoires les offres et les intermodalités entre les offres. Mais il y a ce pan-là qui est absolument nécessaire. Et puis il y a un autre pan qu'il faut avoir en tête, c'est comment s'organise physiquement cette intermodalité. Et là, il y a une autre initiative de la Fabrique des mobilités autour d'un manifeste des hubs de mobilité qui a été lancé il y a maintenant 18 mois et sur lequel aujourd'hui on essaye de fédérer des territoires. Il y a déjà un territoire qui est très avancé sur ce projet-là, qui est à l'ouest de Paris, 400 000 habitants sur l'Interco de Grand Paris Seine-et-Oise autour des Mureaux, et Mantes, etc., qui a initié il y a un an un dispositif extrêmement original et extrêmement intéressant qu'il va falloir suivre, qui est un maillage sur l'ensemble du territoire d'une petite centaine de hubs oui. qui vont permettre d'articuler l'ensemble de ces offres de sorte à soulager autant que possible la mobilité automobile soliste, de sorte à la rabattre sur d'autres modes de partage, de transport en commun, de vélo, puisqu'il y aura aussi 500 km de pistes cyclables qui relieront l'ensemble de ces hubs. Donc on voit qu'il faut traiter dans le même temps la dimension informationnelle, servicielle autour de la data, et de l'autre, faire en sorte que l'organisation physique soit également un facilitateur. Et puis, troisième volet, c'est au-delà de l'offre de transport et d'intermodalité, pourquoi est-ce que ces hubs n'hébergeraient pas toute une série de ressources qui seraient autant d'évitements de transport, donc hébergement du télétravail, hébergement de séries d'autres ressources, de consignes, etc., etc. Donc on voit qu'il y a là toute une série de pistes assez passionnantes qui sont en train de se mettre en place. Maureen, vous voulez compléter ? Oui, c'était pour la question sur la menace des GAFA oui. Et en complément oui. à ce que vient de dire M. Marsdorf. En réalité, je pense qu'il y a un consensus pour dire que le réglementaire et le dialogue public-privé est nécessaire pour le MaaS. Et c'est un fait, et la LOM, en fait, s'y attaque pleinement. Et il y a eu un des dispositifs de la LOM qui est que quand un opérateur fait un partenariat avec un service dont il n'est pas lui-même opérateur,
alors il doit faire des partenariats avec un ensemble de services concurrents. Je ne sais pas encore très bien quelle va être l'application de ce point réglementaire, parce qu'on ne peut pas non plus fournir les 100 applications de VTC, même la petite start-up qui vient d'être créée hier, sur une application, sinon on crée du bruit, et pour l'usager, ce n'est pas du tout pertinent. Oui. Mais pour autant, ça, c'est une façon de lutter contre les monopoles. Oui. Et donc, moi, je me pose bien la question, par exemple, de SNCF qui a fait un partenariat avec Uber et pas avec Hitch, dont oui. Via ID, Disclosure, Via ID est actionnaire de Hitch. Et c'est la seule plateforme française de VTC. Et moi, je me pose la question de, oui. Avec la LOM, est-ce qu'ils vont avoir le droit de poursuivre dans cette voie-là, ou est-ce qu'ils vont devoir ouvrir leur application aux autres applis de VTC voilà. Donc c'est un autre aspect, le dialogue public-privé, qui est essentiel pour le développement du MaaS de façon saine, en fait. Ouais. Monsieur Auboin, vous pensez que la LOM résout cet enjeu de laisser peut-être les mobilités se faire attraper, en tout cas monopoliser par des grands agrégateurs? La LOM, très clairement, le texte de la LOM concernant le MaaS aboutit, on va dire, à un subtil équilibre, et qui notamment portait sur l'obligation d'ouverture qu'évoquait Maureen à l'instant, qui est bien évidemment sans doute un élément clé pour éviter les phénomènes de construction de monopoles de fait. Pour autant, effectivement, la difficulté va résider dans la mise en œuvre, et encore une fois, l'écueil, c'est soit d'être dans une logique attentiste, soit au contraire d'être rapidement dépassé par un acteur qui prend la main très très rapidement. Et le cas d'un grand acteur présent sur des métropoles comme Paris a déjà été cité. Le point, effectivement, c'est de voir dans quelle mesure il est possible de bâtir des opérateurs qui seraient peut-être plus soucieux de l'intérêt général, qui seraient dans une logique justement de dialogue et d'hybridation entre initiative publique et initiative privée, et qui pourraient peut-être mieux incarner les enjeux, les besoins d'intérêt général du territoire, en veillant à la fois à faire de la place à l'ensemble des opérateurs qui ont une offre pertinente et suffisante à proposer, et en même temps à apporter aux usagers justement une pluralité de solutions, parce qu'in fine, plus il y a un bouquet de solutions riches, plus ce sont les usagers qui sont gagnants. Monsieur Alix, peut-être? Oui, le risque existe. Mappy, donc, qui a rejoint le groupe RATP très récemment, est la 3e application de mobilité en France, mais devant, c'est Google et c'est Waze. Donc c'est vrai que c'est le même groupe, Google et Waze? C'est Google, c'est Google. Effectivement, mais c'est 2 applications différentes. Donc je pense qu'on va avoir un standard qui va être très très haut en termes d'attendu d'expérience client. Donc ça veut dire que les applications MaaS, effectivement, avec la LOM et puis cette transformation qu'il y a dans le milieu de la mobilité, on va avoir beaucoup d'opérateurs, et privés et publics, qui vont se positionner sur le MaaS. Il faut être au rendez-vous de l'expérience client et du parcours sans couture. Et donc pour ça, être très fort dans l'intégration, très fort dans les partenariats avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui doivent chacun s'y retrouver. Et puis après, c'est vrai que dans les choix qu'on va faire, en tout cas, nous, on pousse aussi une technologie qui est française, aussi bien pour l'édition des cartes, aussi bien pour les technologies sur la billettique dématérialisée, et puis ces applications MaaS qui vont traiter beaucoup de données et qui vont devoir vraiment aller assez loin, je pense, en termes de personnalisation pour répondre vraiment aux attentes des utilisateurs. Monsieur Marsdorf, on a beaucoup parlé cet après-midi des territoires. On a essayé de sortir un petit peu du Paris intramuros. Est-ce que le MaaS, ça vaut aussi pour des territoires peut-être moins denses, moins bien équipés en transport en commun, avec moins touchés par ces écosystèmes de mobilité? Il y a clairement un défi là. On a laissé filer les choses pendant quelques décennies, pour se retrouver aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement difficile, puisqu'on a laissé les populations désormais captives de l'automobile dans une part extrêmement importante. Donc il y a un travail de reconquête qui est absolument monstrueux et qui est à mettre en place. Et là, il va falloir être extrêmement inventif pour faire en sorte d'accompagner ces changements que j'évoquais tout à l'heure, les changements d'usage, les changements de géographie résidentielle. Et donc là, il y a un travail autour des AOM, mais aussi, comme vous le disiez, des acteurs privés. Oui. Il y a une concertation.
évidemment qu'il y aura une foultitude de modes. Il faut les mettre au niveau de ces nouveaux territoires. On a toujours eu des modèles qui étaient très centrés, métropole, cœur de métropole. Maintenant, il faut penser une périphérie qui a besoin... Mais le MAS peut répondre à ça, justement? Vous dites le MAS peut répondre à cette problématique, justement? En tout cas, il peut l'accompagner sur un plan serviciel. Il peut l'accompagner sur un plan informationnel. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres initiatives qui sont en train de se mettre en place. Une autre initiative également, pardon pour la page de publicité, mais de la Fabrique des mobilités autour des preuves des registres de preuves de covoiturage, de sorte à faire en sorte de consolider la démarche et de faire en sorte qu'elle soit fiable pour l'ensemble des protagonistes. Donc là, c'est une symphonie qu'il faut mettre en place. Et une symphonie qui soit à la mesure de cette dispersion de l'habitat. Mais on ne peut pas faire ça, encore une fois, uniquement en restant dans le champ du transport. C'est évidemment aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, et on ne peut pas le faire sans. D'accord. Exactement. En fait, c'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir, qu'on ne peut pas faire ça tant qu'il n'y a pas ce dialogue public-privé et du coup le financement des infrastructures qui vont permettre l'émergence de nouveaux types de mobilité. Donc, pour sortir du tout-voiture. Donc, le chemin le plus évident dans ces territoires-là, c'est d'aller vers le covoiturage, comme vous le mentionniez. Mais ce n'est pas une réponse unique parce que typiquement, le covoiturage, c'est aussi un mode de transport qui est encore très subventionné. Contrairement au centre-ville où le MAS est source d'économie, dans ces territoires-là, c'est encore assez incertain quel va être le coût du MAS, puisqu'on est sur une notion, le covoiturage, c'est presque du transport public diffus, quoi. Et il y a aussi le transport à la demande, où on voit qu'on a un point d'inflexion. Il y a de plus en plus d'appels d'offres sur le transport à la demande, qui peut complètement participer à une offre masse dans des territoires un peu moins denses. Transport à la demande, juste pour expliciter, c'est des navettes, et grâce au digital, en fait, on est capable de mettre en place des petites navettes qui vont chercher les gens et qui remplacent des lignes de bus déficitaires. Et donc, enfin, par exemple. Et donc, sur le transport à la demande, on peut imaginer que ça peut être source d'économie. Mais sur le covoiturage, pas tellement, parce que sinon, c'était les gens qui finançaient leur propre mobilité en voiture individuelle. Donc, sur ces territoires-là, il y a beaucoup d'enjeux d'infrastructures, de développement de nouveaux modes de transport et de faire émerger, du coup, ces masses ruraux. Pierre Auboin, très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous aussi, vous partagez cette opinion que finalement, le sujet, ce n'est pas qu'un sujet de mobilité, c'est aussi un sujet d'urbanisme. Repenser l'urbanisme, ça risque de coûter beaucoup plus cher pour la Banque des Territoires. Oui, alors je suis tout à fait d'accord, effectivement, c'est un sujet d'urbanisme et de façon de vivre le tissu urbain ou le tissu d'habitation, y compris dans les territoires moins denses. Et j'en veux pour preuve, et je vais faire un petit peu de publicité pour l'appel à manifestation d'intérêt qui vient d'être lancé par l'ADEME en tant qu'opérateur de l'État dans le cadre du programme France Mobilité, auquel la Banque des Territoires est associée, ainsi que le CEREMA. Et pour la première fois, dans l'un des deux axes de cet appel à projet pour déposer des dossiers de demande de subvention, figurent les enjeux de démobilité dans les territoires peu denses. Ce qui effectivement est je pense un tournant au moins dans la façon d'appréhender le problème, et ça signifie peut-être qu'il faut repenser à tout le moins l'utilisation des actifs immobiliers existants sur un territoire en termes d'usage, notamment tous les actifs immobiliers tertiaires, qu'ils soient publics ou privés, pour en faire des lieux qui vont permettre de mieux s'adapter à ces changements d'usage de mobilité, à ces changements d'usage d'activité, au fait télétravail. Peut-être qu'on a peut-être moins besoin de bureaux à partager en centre-ville, mais peut-être plus besoin de lieux pour pouvoir s'isoler et travailler tranquillement à proximité de son domicile. On a peut-être besoin de plus de commerce de proximité près des lieux de résidence, pour éviter que lorsqu'on ne prend pas sa voiture pour se rendre au travail, on soit obligé de la prendre pour se rendre dans une galerie commerçante à plusieurs kilomètres. Éric Alix, pour un groupe comme la RATP, qui est quand même un groupe très parisien, par nature, historiquement en tout cas, c'est facile d'aller voir comment ça se passe. Tout à l'heure, Nicolas Meillan parlait de la diagonale du vide, en tout cas d'aller voir dans les territoires comment ça se passe pour mettre en place ce MAS. On pense vraiment que le MAS doit être local, ou du coup pour nous multilocal. Et que toujours pour revenir sur cette idée qu'on pourrait avoir des acteurs globaux qui, effectivement, la data va être de plus en plus disponible, donc ils peuvent avoir des approches globales.
Et donc, les gens qui sont ancrés dans les territoires, comme c'est le cas de nos entreprises ou autres, il faut qu'on développe cette connaissance des territoires, cette connaissance fine de la mobilité dans le territoire, cette collaboration qu'on a avec les acteurs du territoire, les autorités organisatrices, les gens qui font les autres mobilités dans ce territoire. Donc un ancrage local ou multilocal au cœur en fait, des masses, c'est une des réponses pour qu'on, nous en France, on puisse avoir des dispositifs puissants sur le MaaS. Merci beaucoup, c'est la fin de ce débat. Je voudrais remercier Pierre Auboin, directeur du département infrastructure et mobilité de la Banque des Territoires, Eric Alix, président-directeur général de RATP Smart System, Maureen Lebaud, directrice de l'investissement chez Via ID, et monsieur Bruno Marsdorf, vous êtes président de la Fabrique des Mobilités. Merci de votre présence et de votre participation. Merci. Merci.